Hola. First, I want to apologize. I've no visual, I've no PowerPoint, and I will speak in French. Donc, je m'appelle Loïc Blondiot. Je suis vraiment très heureux d'être ici au Chili parce que je sais qu'en ce moment au Chili, vous connaissez un mouvement social très comparable à celui qui a eu lieu en France l'année dernière, qui s'est appelé le mouvement des Gilets jaunes. Un mouvement puissant, important, qui revendique de la justice sociale, mais aussi plus de démocratie. Et c'est une nouvelle fois de démocratie que je vais essayer de parler avec vous aujourd'hui, de démocratie représentative, mais aussi de démocratie délibérative et participative. Mon intervention va compléter celle du professeur Fishkin, dont je connais les travaux depuis très longtemps, et je vais vous présenter, dans la seconde partie de mon exposé, une expérience que nous menons en France en ce moment, d'une assemblée citoyenne sur le climat, qui est en train de proposer des mesures législatives dont le gouvernement français, le président Emmanuel Macron, a dit qu'il les soumettrait soit au référendum, soit au Parlement, et qu'il le ferait sans filtre. Donc c'est de cette expérience que je vous parlerai dans un second temps. Mais avant de commencer cette intervention, je vais reprendre une phrase d'un auteur que j'aime beaucoup, qui est Charles Dickens, qui dans un livre qui s'appelle Tales of Two Cities, qui porte sur la Révolution française, dit « It was the worst of times, it was the best of times ». C'était le meilleur des temps, c'était le pire des temps. Et à propos de démocratie, aujourd'hui, nous vivons à la fois le pire et le meilleur. Le pire, nous le connaissons. Nos démocraties sont peut-être en train de mourir. En tout cas, elles sont à l'agonie. Ce que nous appelons démocratie, à savoir une forme de gouvernement qui repose sur l'élection et sur la désignation de représentants élus qui gouvernent en notre nom, mais sans nous, cette forme de démocratie, elle est très malade, elle est à l'agonie. Certains auteurs ont publié récemment des ouvrages comme Levitsky et Ziblatt, dont l'ouvrage s'intitule « How Democracies Die », deux politistes américains qui en viennent à faire ce constat. Ou un political scientist anglais, « How Democracy Ends », nous dit David Runciman. La situation est urgente et on voit que derrière la démocratie, lorsque la démocratie est malade, viennent des solutions alternatives. Et ces solutions alternatives, aujourd'hui, on les connaît. Ce sont les populismes de type autoritaire. On voit comment, dans tout l'Occident, émergent des leaders qui capitalisent ou profitent des faiblesses de la démocratie représentative. En Turquie, en Hongrie, en Pologne, aux États-Unis, un peu partout, on voit émerger cette forme de populisme d'extrême droite qui ressemble beaucoup au fascisme et qui, peut-être, va venir se substituer à la démocratie. Et puis, il y a un autre modèle politique aujourd'hui qui est très puissant. C'est ce qu'on appelle l'épistocratie. En fait, nous avons des élites politiques, des élites sociales, des élites économiques qui n'aiment pas la démocratie. Pour qui la démocratie, finalement, c'est quelque chose d'accessoire, de superflu. Pourquoi ? Parce que eux connaissent la vérité. Ils ont avec eux la science économique. Ils ont avec eux le savoir. On parle de technocratie. Je préfère parler d'épistocratie. C'est une forme de gouvernement qui s'appuie sur une forme de compétence savante et qui éloigne du pouvoir l'ensemble des citoyens. Vous n'avez rien à dire parce que vous ne connaissez pas la science économique, parce que vous ne connaissez pas les lois de l'économie. Et donc, entre cette épistocratie néolibérale et cet autoritarisme qui lui aussi est néolibéral, où est l'alternance véritable et où est la place qui est donnée aux citoyens ? C'est la question que je vais poser ici. Quelle place
peut-on donner aux citoyens aujourd'hui dans nos démocraties représentatives? Le modèle qui est malade, c'est un modèle particulier de démocratie. Parce que la démocratie, c'est un idéal qui a plusieurs définitions. C'est un idéal extrêmement complexe. Pour moi, il y a 3 dimensions principales à l'idéal démocratique. La première dimension, c'est la plus connue. C'est l'idée de souveraineté du peuple. C'est l'idée que tous les citoyens ont la même possibilité d'influencer le pouvoir. C'est le principe de l'autogouvernement. Nous sommes tous, en théorie, à égalité vis-à-vis du pouvoir. Et nous sommes tous, finalement, capables, en théorie aussi, d'exercer ce pouvoir. La deuxième dimension, ce sont les libertés publiques. Ce sont les droits de l'homme et les droits politiques, qui sont la condition de l'autogouvernement. Et on voit bien comment ces 2 définitions, vous avez entendu Yascha Mounk au début de cette semaine, lors de ce congrès, Congreso del Futuro, Yascha Mounk a bien montré cette tension entre un pouvoir qui se réclame du peuple et des droits que ce pouvoir décide de remettre en cause. Ce que l'on appelle les démocraties libérales traduisent cette tension entre les 2 dimensions de la démocratie. Mais la démocratie, c'est une troisième chose. C'est une troisième dimension. C'est peut-être la dimension la plus importante. La démocratie, ce sont des formes de vie. Ce sont des citoyens qui agissent, qui débattent, qui se reconnaissent comme capables de prendre la parole dans le débat public, dans l'espace public. Il y a de la démocratie là où il y a des citoyens qui s'organisent, qui discutent. La démocratie, c'est un état social. On peut avoir des institutions démocratiques, des élections, et puis des citoyens passifs, des citoyens qui sont des consommateurs, qui ne se pensent pas capables ou qui ne jugent pas utile de s'intéresser à la vie politique. Et Tocqueville, le philosophe français, dès le milieu du XVIIIe siècle, avait dit « Dès que les citoyens se désintéressent des affaires publiques, dès qu'ils ne se sentent plus concernés que par leurs intérêts propres, dès qu'ils se replient sur leur sphère privée, à ce moment-là, c'est le despotisme qui s'impose et qui finalement leur prend tout le pouvoir. » Or, notre définition de la démocratie, celle que nous connaissons, que vous connaissez au Chili ou que nous connaissons en France, elle est née à un moment très particulier de notre histoire. À la fin du XVIIIe siècle, aux États-Unis et en France, au moment des révolutions américaines et françaises. Et en fait, les gens qui ont fait ces révolutions détestaient la démocratie, celle que les Grecs avaient mise en œuvre. Ils haïssaient la démocratie. C'était pour eux cette idée que les citoyens pouvaient faire eux-mêmes la loi est une idée qu'ils avaient en horreur. Pour eux, les citoyens n'étaient pas capables de faire la loi. Ils étaient trop dangereux. Ils étaient susceptibles de menacer l'ordre social. Et ils ont inventé quoi? Ils ont inventé le gouvernement représentatif. C'est-à-dire qu'en fait, les citoyens, la seule chose qu'ils font, c'est de désigner des représentants qui vont gouverner à leur place et sans eux. Ce qui est frappant, c'est que ce que nous appelons démocratie représentative, en fait, est un régime qui est bâti sur la défiance à l'égard du peuple, la défiance et la peur du peuple. Or, aujourd'hui, avec la crise aiguë des démocraties représentatives, l'élection ne produit plus la légitimité qui permet au gouvernement de prendre des décisions qui sont acceptées par tous, avec cette crise aiguë de l'élection, avec cette fragilité des institutions de la démocratie représentative, et l'on pourrait faire l'inventaire de toutes les pathologies de ce système, aujourd'hui se pose à nouveau la question de la place du citoyen, du retour du citoyen sur la scène politique. La plupart des mouvements
contemporains, des mouvements sociaux contemporains. Les Gilets jaunes, c'était très clair en France. Les Gilets jaunes, qu'est-ce qu'ils ont demandé? Ils ont demandé une mesure, c'est le référendum d'initiative citoyenne. C'est-à-dire un instrument qui permet aux citoyens d'organiser des référendums, de révoquer des gouvernants, de transformer la Constitution ou d'abroger des lois. Ils ont demandé de la démocratie directe. C'était leur principale revendication. Mais si vous regardez dans d'autres pays, d'autres mouvements sociaux, ces mouvements critiquent les représentants, mais ils aspirent aussi à une nouvelle forme de participation politique, à une nouvelle forme de démocratie plus horizontale, moins verticale, dans laquelle la consultation des citoyens est un élément indispensable au processus de décision. Et c'est pour ça que c'est le meilleur des temps. It's the best of times. Aujourd'hui, on assiste paradoxalement à un retour de l'imagination politique. Pour nous, la démocratie, c'était les élections. Ça suffisait. Il y avait des élections libres, on était en démocratie. Aujourd'hui, on se rend compte que ça ne suffit plus. Et le sentiment de trahison qui est adressé aux représentants, le sentiment de n'être plus représentés, le sentiment que les représentants ne gouvernent plus que pour une toute petite élite de la population, ce sentiment est tellement répandu qu'aujourd'hui, la question démocratique est redevenue une question centrale. Parce que beaucoup des citoyens qui se mobilisent se sont rendus compte que c'était la forme même de notre démocratie qui expliquait les injustices sociales, qui expliquait que les politiques, finalement, favorisent toujours les mêmes catégories de la population, c'est-à-dire celles qui sont capables d'influencer les gouvernants et celles auxquelles appartiennent les gouvernants eux-mêmes. Leur sociologie est très clairement critiquée par les citoyens. It's the best of times, donc nous redécouvrons le tirage au sort. C'est une méthode oubliée. Aristote disait le seul mode démocratique de désignation des représentants, c'est le tirage au sort. L'élection est un mode aristocratique de désignation des gouvernants. Aristote le disait. Montesquieu l'a réécrit au milieu du XVIIIe siècle. Le tirage au sort redevient une méthodologie possible. Et si on ajoute au tirage au sort toutes les technologies dont nous disposons aujourd'hui, notamment les technologies numériques, pour faire participer, dialoguer les citoyens, s'ouvrent de nouvelles formes politiques possibles et s'ouvrent aussi, non pas forcément des alternatives à l'élection et à la démocratie représentative, mais éventuellement des compléments. Et aujourd'hui, un peu partout dans le monde, des citoyens s'auto-organisent, mettent en place, comme en France, des listes citoyennes pour les élections municipales, des listes participatives, et ils utilisent le tirage au sort. On voit aujourd'hui se multiplier les expériences de démocratie participative. Et je vais vous parler d'une expérience. Et je voudrais vous la présenter parce que je sais que vous êtes dans un moment important de votre histoire politique, à la veille d'un référendum sur la Constitution. Et je voudrais vous démontrer qu'on peut associer le référendum, la démocratie participative et la démocratie représentative. C'est cette expérience à laquelle je participe aujourd'hui et dans laquelle je me suis engagé complètement, alors que je suis d'habitude observateur, c'est la Convention citoyenne pour le climat. Emmanuel Macron a été fortement critiqué par les Gilets jaunes. Il a cherché des voies de sortie. Il a cherché finalement à répondre à cette demande de démocratie. Par ailleurs, en France, la question environnementale, la question climatique est devenue la question la plus importante pour les citoyens dans toutes les enquêtes d'opinion. Et avec quelques collègues spécialistes de la démocratie comme moi, ou activistes du climat, ou gilets jaunes, il y a eu des gilets jaunes, nous avons proposé à Emmanuel Macron, en avril 2019, la création d'une assemblée citoyenne tirée au sort comme sortie de crise. Et cette assemblée citoyenne tirée au sort, elle doit finalement non pas simplement donner son opinion, comme dans le sondage délibératif
dont on vous a parlé, mais rédiger la loi. Et Emmanuel Macron a pris ce risque, fait cet engagement qui crédibilise cette expérience. Il a dit, oui, ces citoyens qui se sont réunis, qui ont délibéré pendant plusieurs mois, qui ont écouté des experts, puisqu'il y a toute une démarche d'accompagnement. En fait, les citoyens écoutent les experts. Pour certains, c'est la première fois qu'ils entendaient certaines informations sur le climat. Certains sont émus, bouleversés. 150 citoyens représentatifs de la population française. J'entends bien, représentatifs non pas statistiquement, au sens classique du terme, mais diversifiés au point de représenter la société française. On a demandé à une société de sondage de téléphoner. On a généré 250 000 numéros de téléphone tirés au sort et ils ont appelé les citoyens. Et ce qui est intéressant, c'est que on appelle les citoyens, on leur dit « Vous allez participer pendant plusieurs mois à une expérience participative nouvelle qui va produire des lois qui seront ensuite soumises au Parlement ou au peuple français par référendum. » Et 30% des gens ont dit oui, tout de suite, banco. 30% ont dit « Je vais consulter ma famille, mais je vous réponds non. » Et puis, je vous réponds oui ou non après. Et puis 30% ont répondu oui. Avec ces 150 citoyens, depuis septembre 2019, on assiste vraiment à une délibération inclusive. Il y a dans ce panel 25% de citoyens qui n'ont aucun diplôme. On a des jeunes, y compris des jeunes de moins de 18 ans, puisqu'ils se sont beaucoup mobilisés contre le climat. On a toutes les franges de la population française. Et on a cette chose absolument émouvante qui est la naissance d'une forme de prototype de démocratie nouvelle qui va, je l'espère, et j'en suis sûr, produire des mesures pour diminuer de 40% les gaz à émissions de serre d'ici 2030. C'est ça le mandat qui leur a été donné. Des mesures qui permettent de diminuer de 40% les émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030. Ils vont devoir inventer ces mesures. Ils vont très vraisemblablement proposer des mesures que les hommes politiques, parce qu'ils sont soumis au groupe d'intérêt, parce qu'ils ont peur pour leur réélection, n'oseront pas prendre. Et donc, c'est la possibilité aussi, finalement, de relégitimer les décisions à venir qui seront nécessaires pour sauver notre environnement, pour sauver notre planète, et dont les citoyens diront « nous sommes prêts à les accepter ». Et en fait, maintenant, le défi, il y a plusieurs défis. Le premier défi, c'est la légitimité interne. Au début, les citoyens n'y croyaient pas. Ils ne croient pas, beaucoup d'entre eux ne croient pas en Emmanuel Macron. Emmanuel Macron est très impopulaire. Et ça n'est qu'après avoir constaté et vu que le dispositif était complètement impartial, c'est-à-dire que l'organisation du dispositif, ce sont des gens comme moi, des experts, qui n'ont rien à voir avec le gouvernement. Moi, je suis plutôt dans l'opposition au gouvernement. Voilà, j'ai accepté de participer au comité de gouvernance de cette Assemblée. Donc, il y a une vraie impartialité du dispositif. Et puis, ils ont fini par se prendre au jeu. Et maintenant, ils travaillent tout le temps. Ils parlent de climat tout le temps. Ils parlent entre les week-ends. Ils se réunissent 7 week-ends, de septembre jusqu'à avril. Ils discutent tout le temps du climat. Eux vont faire leur travail. Et maintenant, la question sera de savoir si le gouvernement va tenir sa promesse, si Emmanuel Macron, qui est venu la semaine dernière parler aux citoyens, tiendra sa promesse de transmettre sans filtre les propositions des citoyens. S'il ne tient pas sa promesse, ce sera pour moi la preuve que cette démocratie représentative n'est plus capable de se réformer, n'est plus capable de répondre aux critiques qui lui sont adressées, et ce sera, à mon avis, la mort véritable de nos démocraties. Donc je conclurai en disant « La démocratie est morte, mais vive la démocratie ».